Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou. Aujourd'hui, cette émission va être consacrée à un autre grand programme industriel de l'époque de Georges Pompidou, c'est CFM 56, une vraie success story franco-américaine. Il a fallu, on le sait, toute la volonté, la finesse de Georges Pompidou pour faire aboutir ce projet, pour lui donner naissance. Et CFM 56, ça a été la réussite de la SNECMA, devenue Safran, alliée à General Electric. Alors pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Bernard Ezambert, président de l'Institut Georges Pompidou, qui a été le conseiller industriel et scientifique de Georges Pompidou. Olivier Andriès, actuel directeur général de Safran, qui a préalablement occupé plusieurs postes dans le groupe et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous accueillir au siège de l'entreprise. Et Éric Bachelet, ancien directeur général adjoint recherche et technologie du groupe et ancien président de CFM International de 2005 à 2010. Alors je pense qu'avant d'entrer, revenir sur l'histoire de cette épopée et voir un petit peu quels sont les enjeux et l'avenir aussi de ce programme, Bernard Ezambert, peut-être pouvez-vous revenir sur l'originalité, la force de CFM 56 dans les grands programmes industriels de l'époque Pompidou. Alors, un mot d'abord peut-être sur le raisonnement de Georges Pompidou de l'époque. Il considère que la France doit fournir, en termes de matériel haut de gamme, de pointe, à peu près sa part du marché mondial en termes de consommation. Or, dans l'aéronautique, notre part, la part de l'Europe, pour arriver à ce niveau tout de suite, est de l'ordre de 25% en matière de fabrication pour satisfaire à ce marché européen, alors que les Américains, bien sûr, satisfont pleinement et beaucoup plus que pleinement leur part de marché. Donc premier constat, il faudrait doper l'industrie européenne pour lui permettre de tenir sa place dans le marché européen. Comme Georges Pompidou dirige si j'ose dire, comme il conseil restreint, ce sont des réunions qu'il organise en début d'après-midi avec les ministres concernés, le Premier ministre bien entendu, les ministres concernés et quelques technocrates, et à l'occasion desquels il prend des décisions symboliques, exécutoires, qui doivent être appliquées. Et elles le seront d'ailleurs, dans la plupart la quasi-totalité des cas. Et donc, il va tenir un premier conseil restreint en septembre 68 pour lancer cette épopée de l'aéronautique française qui va se développer sur tous les fronts, les appareils, le corps des appareils et puis les réacteurs. Voilà comment tout ça va démarrer parce que prise de conscience par Georges Pompidou de cette part de marché à combler. Et puis aussi du fait que l'on dispose en France des acteurs potentiels capables de nourrir cette part de marché par leur technicité et leur qualité propre. D'accord. Et donc, après, on a un modèle qui se met en place au fur et à mesure, un modèle qui repose sur deux piliers. D'une part, l'innovation continue de CFM 56 depuis sa création, et d'autre part, la particularité du partenariat franco-américain à l'origine du succès industriel et commercial. Alors, Olivier Andriès, Éric Bachelet, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur ce modèle à la fois fondé sur l'innovation, pilier innovation, et partenariat franco-américain? Je laisserai Éric développer un petit peu plus la partie technologique, mais c'est un partenariat unique en son genre entre une entreprise américaine, GE, qui était à l'époque un gros conglomérat industriel, la première entreprise industrielle mondiale, GE, et puis une entreprise française, SNECMA, détenue à 100% par l'État, un quasi-arsenal parce que fabriquant essentiellement des moteurs pour des avions militaires. Et donc ce partenariat, quelque part, il était inattendu. Et donc un partenariat transatlantique unique en son genre, j'en connais pas d'autres, de partenariat industriel transatlantique, un partenariat équilibré, 50-50, un partenariat où les deux partenaires se respectent complètement, où chacun est responsable de sa part, donc les responsabilités de l'un et de l'autre sont totalement identifiées, sont clairement établies, et donc chacun est totalement responsable de sa part, chacun est responsable de sa compétitivité et de ses coûts, et les revenus sont partagés à 50-50. C'est le principe du partenariat. Chaque dollar qui rentre est partagé entre les deux partenaires. Avec au fond
une structure de partenariat très très légère, moins de 10 personnes pour gérer des milliards et des milliards de dollars de revenus. En fait, encore une fois, ce sont les deux sociétés, les deux partenaires qui font l'essentiel du travail. Un partenariat qui s'est inscrit dans la durée, puisqu'il a été créé en 1974, Eric qui reviendra, et qui dure encore, et qui non seulement dure encore, mais a été même prolongé jusqu'en 2050. C'est unique en son genre, c'est un cas d'école qui est régulièrement évoqué dans les écoles commerciales, dans les grandes universités américaines. Comment se fait-il qu'un partenariat 50-50 ait pu durer aussi longtemps dans le temps avec des partenaires qui restent fidèles l'un à l'autre? Et donc dans ce cadre-là, l'innovation a joué un rôle capital pour être motrice, adaptée au marché, proposé. Alors tout à fait. Sur le plan technologique, au départ, les deux partenaires font des choix extrêmement innovants, voire disruptifs. Ils adoptent, ce qui n'a jamais été fait pour ce type d'avion court-moyen courrier visé, une architecture à taux de dilution élevé, qui donne une très bonne efficacité propulsive au moteur. Ils adoptent une architecture modulaire aussi pour le moteur, ce qui n'a jamais été fait, et ils s'appuient sur les composants, sur des éléments de très haute performance, en particulier sur un corps haute pression qui est dérivé du meilleur matériel militaire américain. Alors ça se passe dans les années vers 1970. Et 10 ans plus tard, quand le moteur entre en service, effectivement, il va apporter 20% de gains en consommation, des niveaux de bruit réduits par rapport à tous les moteurs qui volent à l'époque, une facilité de maintenance, et c'est très important pour les compagnies aériennes, permise par l'architecture modulaire, et aussi extrêmement important, une fiabilité qui va se traduire par des baisses d'arrêt en vol pour les moteurs, ce qui est le premier indice de fiabilité, d'un facteur 25 à 30. Si vous voulez. Ce qui contribue évidemment à la sécurité des vols, mais aussi à la régularité des vols, parce qu'il y a beaucoup moins de détournements d'avions, etc. Et ça se passe au moment où le low cost démarre, donc vers 1980, à la suite de la dérégulation du président Carter, et ça va permettre, si vous voulez, cette facilité, cette régularité d'opération, l'essor du low cost et la démocratisation du transport aérien. Oui, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais avant de prolonger ce point qui est tout à fait important, Bernard Eisenberg, est-ce que vous pourriez justement nous dire comment Georges Pompidou, président de la République, donc l'État, s'est saisi en fait du dossier de la production des turboréacteurs destinés à l'aviation civile, et surtout comment il a traité ce dossier, comment il l'a lancé. Voilà. Mais il a fait remonter à son niveau la connaissance des partenaires potentiels de SNECMA, qui étaient en Europe Rolls-Royce et aux États-Unis Pratt et GE. Et il a donné l'autorisation, et non plus que l'autorisation d'ailleurs, il a suggéré ou incité fortement SNECMA a commencé à flirter avec ses partenaires potentiels, à essayer de détecter celui qui, de toute évidence, pourrait jouer un rôle majeur dans cette coopération. Alors les choses ont très vite évolué vers GE. GE venait souvent, le président de GE s'appelait M. Borch, d'ailleurs venait souvent en Europe, parce que GE était aussi candidat à un marché nucléaire en France, au marché des centrales nucléaires à eau légère. Ou à eau pressurisée. Borch venait souvent en France, et à l'occasion d'une de ses visites, je lui ai organisé une rencontre avec Georges Pompidou, qu'il a un peu torturé pour mieux sentir les aptitudes techniques de ce groupe américain avec lequel on sentait déjà qu'un début de coopération plus important s'était créé. Et il lui a expliqué en gros ce qu'il attendait d'un partenaire éventuel, c'est-à-dire la création d'un groupe mondial, d'une puissance mondiale qui tiendrait compte des capacités techniques de ces deux partenaires, GE et SNECMA. Et il a fait allusion à l'occasion de cet entretien au fait qu'il ne verrait pas avec déplaisir un début de coopération entre ces deux partenaires. Et effectivement, la coopération est intervenue quelques mois plus tard,
Et elle s'est traduite très très rapidement par un protocole et par ce début de cette aventure, de cette chevauchée qui a été extraordinairement rapide et efficace. D'accord. Et entre 69 et 72, comment ça s'est... Alors, ce qui s'est passé à l'époque, pour justement montrer que le tableau n'a pas été aussi d'un bleu pâle qu'on pourrait l'imaginer, c'est qu'un groupe voyait bien le danger de cette coopération, de la création de cette nouvelle entité. C'était le groupe Rolls-Royce, bien entendu, et le groupe Rolls-Royce a tout fait pour contrer cette coopération, de différentes façons d'ailleurs, mais bon, je veux dire, le groupe SNECMA, avec l'appui de l'Élysée et de quelques autres structures, a réussi à déjouer assez facilement, ou en tout cas à déjouer ces oppositions. Le vrai problème est intervenu au niveau des Américains eux-mêmes, sur un double plan, sur le plan civil et sur le plan militaire. Alors sur le plan civil, c'est Kissinger, conseiller du chef de l'État américain, qui est monté au créneau et qui a donné un peu de fil à retordre à la SNECMA. Et puis sur le plan militaire, alors c'est le Pentagone, parce que ce qu'amenaient les Américains, ce qu'amenait GE dans cette coopération, c'était une partie technique d'un réacteur nucléaire, d'un moteur d'avion utilisé pour le Pentagone, pour des besoins militaires. Et là-dessus, le Pentagone défendait bien sûr fermement son privilège de ne pas laisser échapper des technologies de ce genre vers le monde extérieur. En définitive, voyant la difficulté, Georges Pompidou, sur ma suggestion, a écrit au président Nixon pour lui indiquer que dans son esprit, il s'agissait d'une coopération pas banale, bien entendu, compte tenu des enjeux et de la taille des deux groupes, mais d'une coopération qui devait se traduire tout de même au bénéfice des deux partenaires, et qu'il ne comprendrait pas que le chef de l'État américain n'amène pas les discussions à ce niveau pour que cette coopération puisse démarrer le plus vite possible. Alors là, Nixon lui a répondu presque immédiatement par une lettre qui s'est avérée être une lettre d'attente, et il a fallu attendre quelques mois de plus la rencontre de Reykjavik, une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État, le chef d'État français et le chef d'État américain, pour que le chef d'État américain annonce à Georges Pompidou qu'il acceptait en définitive, qu'il bénissait cet accord. Et au même moment, je recevais un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Gus Weiss, qui était le conseiller industriel du président américain et qui m'annonçait que le Pentagone et M. Kissinger avaient levé toutes leurs objections à cet accord. Et c'est ainsi que la coopération a pu commencer en vraie grandeur. D'accord, donc à la fois des relations personnelles avec votre homologue conseiller industriel et scientifique, une diplomatie aussi le plan industriel. J'ai oublié de dire que Georges Pompidou, toujours sur ma suggestion, avait envoyé au feu tout le gouvernement français, si j'ose dire, c'est-à-dire plusieurs ministres qui étaient allés voir leurs homologues à Washington et qui avaient fait pression sur eux pour les inciter à faire en sorte que Nixon finalement comprenne l'intérêt de cette coopération et du projet en cause. Et donc de Michel Debré, qui était, je crois, ministre de la Défense nationale à l'époque, est allé à Washington, le ministre des Transports également, le ministre de l'Économie et des Finances a fait un saut là-bas, enfin vraiment, je crois que j'y suis allé aussi d'ailleurs. Et puis voilà, et la réponse a fini par arriver, et elle était positive, et elle a permis le vrai démarrage de ce réacteur. Oui. Alors un démarrage peut-être un petit peu difficile dans le contexte économique de l'époque, parce que ça arrive juste au moment de la crise énergétique de 1973. Et donc, messieurs, je voudrais vous interroger sur comment, en fait, CFM 56 a pu commencer à capter son marché, essayer de conquérir ce marché dans un contexte difficile entre 73 et 79. Il semble qu'il y a eu une petite décennie, enfin 6 années un petit peu charnières. Alors on peut même dire qu'il y a eu une traversée du désert pour le moteur. Déjà après la décision de Nixon, il y a encore des combats d'arrière-garde de l'administration américaine. Donc ce n'est qu'à l'automne 1974 que la société commune CFM est créée. Et puis après, il y a une longue traversée du désert commercial. Il faut trouver une application à ce nouveau moteur qui a été lancé sur la vision d'un besoin à venir. Et pendant 5-6 ans, les équipes de SNECMA et General Electric vont être à la recherche tous azimuts d'une application.
Alors il regarde d'abord des motorisations d'avions existants qui dominaient le marché à l'époque, 707, 727, 737, etc. Ensuite, il regarde tous les projets européens d'avions, de Dassault, de Fokker, etc. L'industrie européenne était encore très morcelée à l'époque. Et malheureusement, ces projets n'aboutiront qu'une décennie plus tard. Il regarde aussi des avions de transport militaire américains, mais qui ne vont pas déboucher. Et c'en est au point qu'au bout de 5-6 ans, au sein de l'administration française, Cour des comptes, etc., dans certains milieux, on commence à mettre en cause l'existence du programme et il y a une enquête qui est lancée par le gouvernement pour le geler. Et c'est à ce moment-là que sort un petit peu de manière totalement inattendue une application qui est la remotorisation des quadri-réacteurs long courrier DC-8, si vous voulez, qui étaient des très bons avions, des bonnes cellules, mais qui ne passaient plus les normes de bruit qui avaient été dictées, qui arrivaient en date d'application vers 79-80. Et, si vous voulez, il y a des gens qui proposent de remotoriser ces DC-8, donc ce qui était totalement inattendu. Il y a une première commande qui se produit en 79, qui sauve in extremis le programme. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a aussi le deuxième choc pétrolier qui vient de se produire en 79. L'US Air Force décide de remotoriser ces avions ravitailleurs KC-135. Il y a plus de 500 avions, si vous voulez, quadri-moteurs. Donc c'est un énorme marché d'un seul coup qui s'ouvre. Boeing, qui suivait ça depuis assez longtemps, décide de lancer le 737 et la remotorisation, sans trop y croire. En fait, ça va être un énorme succès avec des milliers d'avions motorisés par le CFM56. Et finalement, vers 83-84, l'Europe lance la 320. Et donc le programme a, si on peut dire, un pied de chaque côté de l'Atlantique. Et c'est le succès. Si vous voulez. Mais c'était très difficile. On peut dire que le marché américain a servi quand même au lancement de CFM. Tout à fait. Puisqu'Airbus arrive juste après, si j'ai bien compris. Il faut peut-être citer un personnage important par son sang-froid, sa capacité à évaluer la situation, à la connaître techniquement, parce qu'ingénieur lui-même, c'est René Ravaud, qui pendant une dizaine ou une quinzaine d'années a permis au nouvel appareil de se développer malgré les problèmes que vous avez évoqués et qui aurait pu, comment dire, s'il n'y avait pas eu un René Ravaud de l'autre côté, faire échouer l'opération. Alors les conséquences, entre guillemets, les bonnes conséquences, les bonnes suites de ce lancement, sur le plan industriel, sur la SNECMA, etc. Olivier Andriès, qu'est-ce que... Alors les conséquences ont été immenses. Et de ce point de vue-là, le partenariat CFM, donc initié en 1974, a été un acte fondateur pour la SNECMA et pour le groupe Safran. CFM est devenu, très rapidement en fait, et au bout de 20 ans, avec ces deux applications, surtout Boeing et Airbus, CFM est devenu le leader mondial des moteurs d'avions moyens courriers. Et les moteurs d'avions moyens courriers, enfin les avions moyens courriers, ce sont les avions qui se vendent en plus grand nombre. On est devenu leader mondial avec 70-75% de part de marché, puisqu'on était simple source chez Boeing et l'une des deux sources moteurs chez Airbus, avec environ 35 000 moteurs CFM56 qui ont été vendus pendant toutes ces années-là. Jugez-en plutôt, c'est à peu près un avion qui décolle dans le monde toutes les 2 secondes avec un moteur CFM. Donc là, le rêve qu'avait le président Pompidou quand il a songé au tout départ, comme l'a raconté Bernard Hezambert, de positionner l'Europe est totalement rempli. Ce qui est formidable aussi, c'est l'impact que ça a eu sur SNECMA. Parce que pour SNECMA, ça a été une formidable impulsion, à la fois pour s'améliorer en termes d'efficacité industrielle, en termes également de proximité client, avec la mise en place d'un réseau de support aux compagnies aériennes
sur la moitié du monde, puisque le monde a été partagé en deux, entre GE et Snecma, en termes de service aux clients. Donc une équipe de vente, une équipe de support aux clients, des méthodes de développement et de conception des moteurs à la pointe, et puis donc une efficacité industrielle. Et tous ces revenus CFM ont été évidemment, alors il a fallu attendre un petit peu quelques années quand même avant que ça n'arrive, mais à partir des années, surtout à partir des années 90, on a commencé à générer des revenus significatifs, et ceci a permis de nourrir la croissance de Snecma. Et Snecma, en France, a pu, par ce biais, consolider un certain nombre d'acteurs industriels pendant une vingtaine d'années, avec notamment Messier, Hispano, Turbomeca, qui a été racheté en 1999, la Binal, puis Sagem en 2004, et puis dernièrement, en 2017, Zodiac. Et donc c'est à travers l'épopée CFM que Snecma puis Safran a pu nourrir son développement et devenir un grand acteur mondial de l'aéronautique et de la défense. Et vous voyez, cette histoire, elle s'est répétée. Parce que en 2008, les partenaires ont décidé de lancer une nouvelle génération de moteurs. Et donc ont ouvert le deuxième chapitre, en quelque sorte, de la coopération, en lançant un moteur de nouvelle génération, le moteur LEAP, apportant 15% de réduction de consommation de carburant par rapport au moteur CFM 56. Et puis très vite, le moteur LEAP est devenu un succès. Il a été sélectionné par les Chinois de Comac, qui ont lancé le C919, ont été sélectionnés par Airbus, qui a lancé une version remotorisée de l'A320 qui s'appelle l'A320 Neo, qui est un immense succès. Et le moteur LEAP a été également choisi par Boeing pour lancer la nouvelle génération, l'ultime génération du Boeing 737, qui s'appelle le 737 MAX. Et vous voyez, l'année dernière, nous avons, toujours en marchant sur les pas, on dit sur les épaules des géants, mais sur les pas des fondateurs en fait de CFM, on s'est inspiré un petit peu des fondateurs et nous avons annoncé avec General Electric, donc au mois de juin 2021, une nouvelle initiative pour ouvrir le chapitre 3 en fait de cette coopération. Et nous avons donc annoncé le lancement d'un programme technologique qui s'appelle RISE, Revolutionary Innovation for Sustainable Engine, avec l'objectif pour General Electric et pour Safran de nous positionner à l'avant-garde de la décarbonation de l'aviation avec un moteur disruptif. On est encore dans cette idée de lancer un moteur en rupture technologique non caréné qui apporterait encore 20% de gain de consommation de carburant par rapport à la toute dernière génération de moteurs qui vient à peine d'être mise en service. Donc vous voyez, on ouvre le chapitre 3 et en faisant cela, on a annoncé l'extension du partenariat jusqu'en 2050. Donc un partenariat qui est né en 1974 et dont on vient d'annoncer qu'on allait le prolonger jusqu'en 2050. Oui, donc une belle aventure qui se poursuit. Une magnifique aventure. Et puis un groupe qui est devenu un groupe global, mondial, extraordinaire. La Snecma d'abord a été privatisée, elle a fusionné avec Sagem en 2005. Donc on a un acteur global considérable avec, si j'ai bien noté, 76 000 collaborateurs, donc c'est incroyable, un chiffre d'affaires à plus de 15 milliards d'euros. Et donc vous, comment vous voyez aujourd'hui ce groupe ? Comment vous tracez un petit peu l'horizon, comment on est passé d'un tel seuil, si vous voulez, de gouvernance aussi du groupe? C'est un groupe qui a un potentiel fantastique. Bon, d'ailleurs, sa première ressource, sa première richesse, ce sont ses talents. Ces talents qui ont été nourris avec le succès du CFM, mais pas seulement, parce qu'on s'est développé dans beaucoup d'autres domaines, dans tous les domaines dans lesquels on est, dans le domaine des trains d'atterrissage, dans le domaine des moteurs d'hélicoptères, dans le domaine du câblage, dans le domaine des sièges d'avion maintenant aussi. Et donc, on est très très bien placé en fait pour se positionner
dans un marché qui restera un marché en croissance parce que les gens ont envie de voyager, et en étant à l'avant-garde, encore une fois, de la décarbonation de l'aviation. Oui, donc j'ai une très très grande confiance dans l'avenir de ce groupe magnifique, encore une fois, qui a pu être créé avec cette impulsion qui a été donnée en 1973-74, et notamment grâce à l'action du président Pompidou. Bon, alors ce qu'on a vu avec tout ce parcours depuis 1969, c'est qu'au fond, on a un partenariat franco-américain qui est assez unique, qui a fonctionné. Les Américains qui ont lancé un petit peu, ont relancé le moteur grâce à leur DC-8, etc., donc le marché américain. Ensuite, Airbus qui est revenu là, donc une sorte de complémentarité technologique, de marché, d'accès aussi des Américains au marché européen au départ, et une diplomatie industrielle qui a vraiment bien fonctionné. Bon, ça, ce sont un petit peu les lignes que l'historien que je suis aurait tendance à souligner, mais vous, Monsieur Isenberg, Monsieur Andriès, Monsieur Bachelet, qu'est-ce que vous retiendriez de CFM 56, son histoire, mais aussi le groupe qui est là aujourd'hui, et voilà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience personnelle, d'abord peut-être, et ensuite votre vision aujourd'hui de ce programme, de ce partenariat incroyable. Moi, ce qui me marque, c'est l'importance d'une vision technique sur une analyse à long terme, accrochée à un besoin client, à un besoin du marché, et qui propose une solution. Et cette notion de long terme, de durée, d'un programme industriel qui requiert de la patience, qui requiert de nombreux obstacles, et de nombreux intervenants, on a vu l'État, etc., mais qui finalement est extrêmement payant, à la fois pour l'entreprise et pour le pays. Oui, moi ce qui me marque, c'est l'audace. L'audace technologique, comme l'a dit Éric, l'audace stratégique aussi, parce que cette idée d'un partenariat transatlantique à l'époque était quand même loin d'être évidente sur un partenariat équilibré. Donc une audace technologique, une audace stratégique, une grande ténacité, parce que il a fallu être patient, ça a été raconté, et donc le programme aurait pu malheureusement être abandonné. En fait, non, parce que les dirigeants de l'époque sont restés tenaces. Donc, audace, ténacité, pour moi, ce sont des grandes leçons qui sont des sources d'inspiration pour nous et pour l'avenir. Oui, c'est quelque chose qui est encore là, qui est très dynamique, et on est vraiment frappé par cette longue durée. Je crois que c'est un point capital. Alors, Monsieur Isenberg, vous qui êtes à l'origine de tout ça, avec autour de Georges Pompidou, une équipe... Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous avez retenu de... À l'origine, c'est beaucoup dire. Enfin, j'étais le collaborateur. Oui, collaborateur, vous avez dit toute une équipe autour de... Mais non, il y a un reproche qu'on a beaucoup fait à ce programme à l'époque, qui était de ne pas être européen. Oui, et on en a fait le reproche à Georges Pompidou, parce que Georges Pompidou était lui-même profondément européen. Il avait inventé l'expression Union européenne, qu'on utilise tout le temps, je dirais, qui décrit bien ce que peut être une union qui dispose d'un certain nombre de pouvoirs. Et donc on lui a fait le reproche d'avoir accepté, même poussé, si j'ose dire, un projet franco-américain. Bien oui, quand une exception de cette qualité se présentait, la France avait effectivement intérêt à la saisir. Et en fait, tout ce jeu qu'elle a joué, qui a permis l'éclosion d'un groupe tel qu'Olivier Andriès nous l'a décrit, de cette qualité, qui a un rôle important au monde, dans le fond, tout ceci, c'est pas pour essayer de faire parler Pompidou. Aujourd'hui, tout ceci, dans le fond, c'est l'histoire d'un groupe européen qui a conclu un accord de belle qualité avec un groupe américain. La France n'a été que la représentation, le porte-parole de l'Europe dans cette affaire, et c'est vrai à l'époque, ça a été vrai à l'époque, compte tenu de toutes les réunions qui ont eu lieu et par lesquelles Georges Pompidou a expliqué cet accord aux autres Européens, et les réunions auxquelles j'ai participé moi-même sur ce thème. Voilà, il faut savoir être intelligent, ouvert et profiter des opportunités d'une énorme qualité comme celle qui s'est présentée à l'époque.
Ben, je vous remercie, M. Zambert, je remercie M. Andriès, M. Bachelet. Je pense que tous ces éclairages historiques et aussi d'actualité permettent de mieux comprendre ce qu'est le groupe, quels sont, pardonnez-moi l'expression, le produit qui a initié cette grande saga, on va dire, franco-américaine. Votre éclairage, effectivement, sur l'échelle européenne est, à mon avis, intéressant également, en conclusion, parce que ça a pu être interprété parmi les partenaires comme quelque chose d'un peu particulier, hein, franco-américain, avec ou au-dessus de la communauté économique européenne. En tout cas, pour tous ceux qui veulent en savoir davantage sur CFM 56 et sur le groupe, je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage de Bernard et Zambert, publié déjà il y a quelques années, Pompidou, capitaine d'industrie, donc qui est publié chez Odile Jacob. Et puis deux autres ouvrages, une biographie de René Ravaud, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a joué un rôle très important, et dont l'auteur biographie de Félix Torres, publié chez First Edition. Voilà. Et puis un très bel ouvrage, publié il y a, je crois, en 2019, enfin c'est assez récent, me semble-t-il, CFM The Power of Flight, History, donc publié par Guy Norris et Félix Torres. Donc là aussi, cet ouvrage a pu nous aider à construire cet échange et nous vous invitons à le consulter. Voilà. Bah, écoutez, nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment ici au siège du groupe Safran et nous vous disons à bientôt pour une autre émission des Rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou.